Salut Loïc, comment tu vas? vas-tu? Tu vas bien? La forme, Ouais, super, super. Ben, content de te voir, content de te revoir. content de te revoir. Hmm, Donc là, t'es aux Antilles, t'es c'est avec ça, nous, t'es en Guadeloupe, exact. sur ta terre natale, c'est ça? Je suis martiniquais de base. C'est ce que je me disais. Je suis martiniquais, madame est guadeloupéenne. Ouais. Donc on a fait les deux. Ok, On essaye de le faire minimum tous les 2 ans. ok. Mais sinon, je suis né en métropole. T'es né en France comme moi. C'est ça. Dans quelle ville en France? Évry, 91. Ok, Moi, je suis né à Villeneuve-Saint-Georges, mais j'ai habité à Évry à Fleury, Hmm. donc à côté d'Évry Ouais, pendant 15 ans. Ok. Moi, j'ai habité à Limay, juste à côté de Villeneuve-Saint-Jean. Ok, donc on a fait un switch. T'habites ouais, ok. Moi j'habite. Non, non, mais j'allais dire, j'habitais aussi à Évry. Je suis né là-bas et j'ai habité là-bas. Mais quand tu m'as dit Évry, j'ai cru que tu habitais à Évry, mais tu viens de me dire Fleury, donc Ouais. J'allais pas te demander où t'habites. Évry. Ouais. Si t'habitais pas là-bas. J'habite à la Ben, j'allais souvent à Évry, à l'Agora. Ouais. Pour le coup, ça, on connaît bien. On connaît bien. Et donc on s'est vu il y a 2 ans. C'est ça. ça. Donc on a eu un petit couac après. Petit quoi qu'avec Ça, c'est la vie, ça. que dur, c'est la vie. Mais comme on dit, rien n'est perdu. Donc voilà. Donc aujourd'hui on en est là, 2 ans après. On avait parlé de tes activités qui devaient démarrer, donc Nikao School, ça on va en parler dans quelques minutes. Mais là aujourd'hui, tu es dans mon podcast. Et dans mon podcast, le Switch, on va essayer de comprendre à quel moment tu es devenu le Loïc Montlouis d'aujourd'hui. Donc tu as été le Loïc Montlouis d'avant, qui je pense était salarié, se cherchait, ne savait pas qui il était, etc. Et puis à un moment, boum, tu t'es trouvé et tu es devenu le Loïc d'aujourd'hui, qui a une vision sur le long terme. Je regarde beaucoup ce que tu fais avec ton pote Tracy, associé. Ouais, associé, clairement. Pote, associé, frère. Ouais, clairement. Donc, Tout ça à la fois. J'adore l'alchimie que vous avez ensemble. Et puis, on sent vraiment qu'il y a une vraie connexion, une vraie fraternité. Vous vous connaissez depuis longtemps? Ça fait depuis. Je l'ai rencontré quand je faisais de la gestion de patrimoine. On s'est croisés au milieu de nos activités, puisque lui venait former par rapport à ses domaines de compétences, notamment par rapport à comment est-ce que tu peux faire pour développer des stratégies de marketing digital pour avoir du client. Sachant que moi j'étais conseiller en gestion de patrimoine en indépendant, il venait en fait avec son entreprise pour nous inculquer un peu ses connaissances. ok. Et comme moi à ce moment-là, en fait j'étais pas salarié mais j'étais indépendant et j'apprenais le monde de la gestion de patrimoine, mais je savais ce que c'était qu'avoir une communauté parce que j'étais comédien avant ça. D'accord. Donc toutes les techniques qu'il m'a appris, je les ai assimilées pour moi-même et ça m'a permis de pouvoir commencer à un peu transformer mon image sur les réseaux sociaux en passant du comédien à celui qui fait de l'éducation financière. Et il m'a notamment expliqué à l'époque les techniques pour attraper des clients sur LinkedIn, etc. Ok. Donc ouais, c'est comme ça qu'on a accroché au départ. Ouais. Et ensuite, on a eu de longues conversations où on s'est rendu compte qu'on avait énormément de points communs et des visions communes. Et voilà, de fil en aiguille, on s'est mis à un moment donné à travailler ensemble. Ok, c'est cool de voir ça. Et donc ouais, c'est vrai que tu étais comédien, parce que j'avais regardé un peu ton compte, j'aime bien faire ça. Ouais, ben, t'as raison, il faut faire ses devoirs. Tu vois. Donc je regarde ce que les gens ils faisaient avant, comment ils étaient. Et oui, je t'ai vu justement dans pas mal de vidéos où tu faisais justement. L'acting, c'est ça. C'est ça. Donc voilà, beau gosse, c'est normal un peu. Donc t'avais ce petit truc. Et c'est ça, à la base j'étais modèle. Ouais. J'ai été modèle, ensuite je suis parti à Londres, je suis revenu, j'ai commencé la comédie parce qu'on m'a proposé de jouer dans un court-métrage. Ok. Derrière, quand j'ai vu comment ça fonctionnait, en fait j'ai toujours eu un aspect un peu autodidacte. Je me suis dit mais tout ce que je suis en train de voir là, je sais le faire potentiellement. Du moins je peux apprendre à le faire avec des téléphones. Pourquoi est-ce que je devrais attendre d'être pris à chaque fois dans un casting pour jouer? Donc je me suis mis à créer mon propre contenu avec des téléphones, j'avais ma petite équipe, mon meilleur pote, on faisait des mini courts-métrages, c'est un peu comme des vines sur Instagram de 1 minute, 1 minute 30. Et de là, ça a commencé à assez bien fonctionner, on était reposté par des gros comptes et on a eu pas mal de visibilité comme ça. Et c'est de cette façon-là que j'ai pu commencer à me créer une communauté sur
sur Instagram notamment. Ok. Tu étais déjà connecté à Instagram à ce moment-là. Tu avais déjà compris. Le game d'Instagram. Clairement. On était réguliers, on savait qu'on postait tous les jours à telle heure, les gens attendaient le post. Il y avait des contenus qui devenaient... en fait, il y avait clairement, par rapport à la viralité, je savais comment ça fonctionnait. Ok. Par contre, ma limite, c'était comment est-ce que je peux transformer ça en argent. Ouais, ça c'est le problème de beaucoup de créateurs de contenu. C'était mon problème parce que tu es là, tu fais des millions de vues, tu as des gens qui veulent prendre des photos avec toi, mais tu peux pas payer ton loyer à la fin du mois. Ouais. Bon, tu es là, tu es en couple, tu as envie de commencer à construire les choses. À un moment donné, il faut se regarder dans le miroir et c'est comme ça que j'ai intégré le monde de la gestion de patrimoine. Ouais, pour comprendre comment fonctionne l'argent. Vraiment, la vraie raison au départ, c'est surtout parce que j'étais prêt à prendre tout et n'importe quoi pour faire de l'argent. Ok. Et je savais, de par la formation d'Yomi, que je ne voulais pas être salarié, Ouais. je voulais être indépendant. Et à travers l'entretien que j'ai eu avec la personne qui m'a reçu dans la gestion de patrimoine, elle m'a fait comprendre que si je me donnais les moyens, j'avais la possibilité d'atteindre ce que je voulais. Et donc j'ai foncé tête baissée. Ok. Sans poser de questions, on y va. À un moment donné, il faut y aller. Hein. Je suis un bélier, tu vois. Je fonce, après je réfléchis. Et c'est comme ça que je me suis retrouvé dans ce milieu-là. Ok. Donc avant, on va essayer de retourner. Mhm. Avant l'acting, donc tu as fait de l'acting. Avant l'acting, qui était Loïc Montlouis? Avant l'acting, Loïc Montlouis était... Je sortais d'un an d'expérience à Londres parce que j'ai essayé de percer dans le mannequinat. Ouais. Malheureusement, ça n'a pas fonctionné parce que je remplissais pas tous les critères. Pas assez grand, pas les traits assez fins. Tu sais, ils cherchent des personnes avec des traits caucasiens, mine de rien, même quand ils cherchent des noirs ou des métis, ce qui n'est pas mon cas. Moi, j'ai des traits négroïdes. Et puis, je pense Même en qu'il y a- Angleterre, pourtant c'est très cosmopolite et tout, machin. Je sais pas. Une chose est sûre, c'est que j'ai essayé, que ça n'a pas fonctionné. Aussi parce qu'il y a une réalité, c'est que pour que ça fonctionne, il faut faire énormément de casting. Ouais. Et moi, quand j'étais là-bas, il fallait aussi que je mange. Donc je travaillais à Pull & Beer, dans la vente. Ouais. Et donc ça m'occupait beaucoup de temps. En plus, j'avais un âge, je ne vais pas te mentir, 22-23 ans, j'aimais faire la fête. Donc je sortais pas mal. Et en fait, je trouvais pas assez de temps, je faisais pas assez de casting, je pense, avec du recul. Mais je suis pas mécontent de ne pas avoir fonctionné dans ce monde-là parce que je m'éclate beaucoup plus aujourd'hui en ayant la possibilité de m'exprimer et d'être reconnu pour autre chose que mon enveloppe corporelle. Là où à cette époque-là, j'avais la sensation que c'était mon arme la plus forte et que c'était que ça qui me permettrait d'arriver là où je voulais. Sachant qu'avant ça, je suis quand même allé jusqu'en BTS commerce international, Ouais, quand même. mais je ne l'ai pas eu. Ok, mais tu as eu, l'apprentissage. J'ai eu donc t'as l'apprentissage pris, du marketing. Je savais comment fonctionnait ce monde. J'avais une ouverture d'esprit parce que j'avais fait un stage au Canada. Voilà, tu vois. Voyager, c'est important. Clairement. Donc j'avais une ouverture d'esprit et je te dirais que Loïc, c'était quelqu'un qui savait ce qu'il ne voulait pas faire. Je savais ce que je voulais pas faire, j'ai toujours fui ce que je voulais pas faire. Je voulais pas me retrouver salarié dans un bureau à me faire chier. À quel moment tu as eu c'est pas un dégoût, mais tu t'es dit non, je veux pas être salarié. À quel moment ça a été clair dans ta tête? Je pense que ça a été à mon stage en 3e. Ok. Je l'ai faite dans l'entreprise où mon père travaillait. Mon père était salarié. Il faut savoir que mon père, ça a toujours été quelqu'un qui m'a énormément influencé. Ça a été mon rôle modèle. Ouais. Mais le voir dans une entreprise en tant que salarié, à devoir répondre à des ordres d'autres personnes qui parfois ne méritent même pas qu'on réponde à leurs ordres, tellement au-delà du fait que ce sont des personnes incompétentes, ce sont des personnes qui abusent de leur pouvoir, tu vois. Et voir ça, et voir mon père un peu subir tout ce truc-là, je me suis dit non, je ne peux pas être cette personne. Donc c'est à partir de ce moment-là que j'ai su que je ne voudrais pas d'une vie en tant que salarié dans un bureau classique, etc. Et c'est pour ça que j'ai un peu décroché dans mon BTS, pour d'autres raisons, mais c'est aussi pour ça. Et derrière, Les soirées. Petit métier. les soirées, Aussi, non, mais on va pas se mentir. Métropolis, on connaissait, on allait en boîte. Mais j'aurais pu, si je m'étais donné les moyens, continuer à sortir et avoir mes diplômes. Mais j'ai décroché parce que j'y croyais pas. Donc après, j'ai été animateur en centre aéré. J'ai été vendeur de basket à Châtelet pendant longtemps. Ok. C'est là-bas que j'ai appris mes premières compétences
commercial, entre guillemets, tu vois, pour pouvoir convaincre des gens à vendre, etc. Donc voilà, qui était Loïc avant. Donc tu as fait de la vente. Moi, j'ai fait de la vente aussi, mais c'était en Guadeloupe, c'était Sport Action aussi. Et j'ai appris aussi les compétences de vente à ce moment-là. J'ai vendu des paires de chaussures, donc si vous êtes allé à Châtelet entre 2014 et 2018, il est fort probable que je vous ai vendu une paire. Ok. C'est peut-être possible. Bon, après, ça date de tellement longtemps. Donc, c'est possible qu'on s'est croisés à Châtelet. J'allais pas souvent à Châtelet, mais j'y allais. Donc, ouais. Donc, c'est très possible. Sur la rue Saint-Denis. Ouais, c'est fort possible. C'est fort possible. Mais bon, après, voilà. Ça date. Donc, ouais, tu es passé par là. L'école, bon, on ne va pas parler d'échec, mais voilà, tu as décroché parce que tu t'es dit, voilà, c'est peut-être pas fait pour moi. Tu as eu le déclic de dire non, moi je ne veux pas être salarié. La question que je voulais te poser, que je pose à tout le monde, c'est toi, tu as des business, tu as des business, enfin des modèles de businessman dans ta famille ou pas du tout? Pas du tout. Okay. Donc là, tu pars déjà avec un handicap. Clairement. Tu n'as pas de modèle, tu n'as pas de source d'inspiration. Où tu as pris la source d'inspiration? Dans la formation de Yomi. J'étais à ce moment-là hôte d'accueil parce que c'était le seul moyen que j'avais trouvé pour pouvoir me stabiliser et continuer mes activités de comédien. Mais je sentais que je m'essoufflais en ce sens que j'avais toujours eu le rêve de réussir en tant qu'artiste, mais en même temps ça ne me ramenait pas d'argent comme je te l'ai dit tout à l'heure. Et au moment où je m'essouffle dans mon activité autant professionnelle que quotidienne, il y a mon petit frère qui avait acheté la formation de Yomi et qui me parle de ce qu'il est en train de développer et qui m'initie un peu à ce monde-là. Et déjà, quand j'ai commencé à voir la partie mindset, ça a clairement fait shifter mon cerveau en fait. Je pense que pour la première fois, grâce à tout ce que j'ai compris à travers ce qu'il me disait, je me suis dit « Ah ok, en fait, c'est pas, tu n'y arrives pas comme ça par hasard. Il y a vraiment un état d'esprit à avoir. Il y a un vrai état d'esprit à avoir, il y a un vrai travail à faire. » Et j'ai compris qu'il y avait la possibilité de conditionner sa réussite, clairement. Et donc, c'est à ce moment-là, je pense que j'ai eu la sensation de comprendre comment est-ce que je ferais pour réussir ma vie d'un point de vue réussite financière ou de réalisation entrepreneuriale ou quoi. Ok. À ce moment-là. Donc on peut dire que le switch, on va dire ton premier switch, il a démarré à la formation du Yomi par rapport au mindset. Ouais, clairement. Donc quand ton mindset il a commencé à travailler, à comprendre certaines choses, tu t'es dit ah ok. Ça a changé ma vie. Okay. J'ai compris que je réussirais à un moment donné à y arriver. Ouais. Je ne savais pas comment, mais je savais que c'était qu'une question de temps. Ok, et donc ton frère t'a initié au dropshipping, donc lui il avait des résultats On a travaillé ensemble dessus. Hein. Ah ok. On a travaillé ensemble dessus, on a eu des résultats, on a eu aussi des déceptions. J'ai fait du dropshipping. Voilà, ok. On a eu des résultats, on a eu des déceptions, on s'est essoufflé, notamment à l'époque du Covid. Puisque là où le Covid a permis à énormément de personnes dans le digital à exploser leur affaire, nous ça a été le contraire parce qu'on s'est retrouvé avec nos produits bloqués en Chine. Moi j'ai eu les fonds bloqués par PayPal. Ah, voilà. Et donc fonds bloqués, transactions, insatisfaction client, etc. Ça nous a un peu plombé. Et après chacun, on s'est tous éparpillés, tu vois. Et vous vendiez quoi à l'époque? On vendait un produit cosmétique pour la peau qui permettait de nettoyer ton visage avec des ultrasons, un truc comme ça. Je vois. Je suis tombé sur celui-là aussi. Après, je ne me suis pas mis dans ça parce que je trouvais que la niche beauté cosmétique, c'était un peu trop compliqué. Il y avait trop de règles et trucs comme ça. Donc, non, mais franchement, nous, on avait fait vraiment de belles opérations. Hein. Et c'est là que j'ai compris que, parce que nous, on faisait essentiellement du marketing d'influence. Okay. On ne travaillait pas avec les ads, etc. Ouais, c'était spécifiquement qu'avec des influenceurs. Et on s'est rendu compte à cette période-là que c'est pas parce que tu as énormément de personnes qui te suivent que tu as une communauté engagée. Exactement. Donc on s'est retrouvé parfois à travailler avec des gens qui avaient même pas 100 000 followers sur les réseaux sociaux et qui nous rapportaient énormément d'argent. Tout comme on travaillait avec des influenceurs qui avaient 1 million
de personnes qui les suivaient sur les réseaux sociaux et qui nous rapportaient même pas 5 ventes. Genre. Et là, on s'est dit, ah ok, Ouais. Avoir une communauté et avoir des followers, c'est deux choses différentes. exactement. Une communauté engagée qui te fait confiance. Ouais. C'est deux choses Et différentes. donc, ce sont des choses, clairement, que j'utilise aujourd'hui dans ce que je fais. Tout ce que j'ai appris à cette période-là me sert aujourd'hui dans ce que je fais dans le digital. La vérité, c'est que c'est pas ton nombre de followers qui va te permettre de transformer ton produit, mais c'est ta crédibilité. C'est comment est-ce que tu construis ta communauté, qui te suit, quelles sont les valeurs que tu portes, quelle est ta niche. C'est tout ça à la fois. Ouais. Donc, on voit le gars qui a étudié le marketing et qui a compris comment. C'est le terrain qui te forme. Hein. Ouais, c'est sûr. Donc là, il y a eu le dropshipping, commerce. Ensuite, qu'est-ce qui s'est passé quand tout ça Ensuite, s'est fini? Ensuite, j'ai intégré la gestion de patrimoine. Ok, donc là, c'était en 2020, 2021. Ouais, par là. 2020. Ok. C'était ça, ouais. En 2020, j'intègre la gestion de patrimoine. Franchement, je commence en bas de l'échelle, au téléphone, à devoir convaincre des personnes à travailler avec moi. Ça a été, je pense, la période la plus compliquée de ma vie, Ok. de devoir appeler des personnes de 8h du matin à 20h le soir, à te prendre des non, C'est toute une la vraie journée. école, ça. C'est une vraie école. Ouais. Une fois de plus, c'est mon mindset qui m'a permis de passer ce cap. Ok. Déjà, d'une, parce que je me suis dit, de toute façon, il faut que j'y arrive. Je m'étais fixé une deadline, 3 mois. J'ai été le dernier parmi tous ceux qui ont été recrutés sur cette période-là à signer un contrat, mais pourtant, je suis celui qui est resté le plus longtemps. J'ai vu des personnes réussir assez rapidement Ouais. et qui ont derrière décroché parce qu'elles se sont retrouvées face à la même difficulté que moi. En fait, c'est un peu un monde, on va dire, entre guillemets, impitoyable, en ce sens qu'au plus tu appelles, au plus tu as chance de signer. Ouais. Sauf que dans toi et ta chance, tu peux signer à ton premier appel, comme Et tu peux après, signer à rien ton... signer. Mais c'est ça. Ouais. Tout comme tu peux ne jamais signer jusqu'au jour où tu signes. Bah, moi, ça a été ça. Et j'ai signé au bout de 3 mois l'un des plus gros contrats de la boîte et c'est ce qui m'a permis de me lancer. Donc aujourd'hui, au début, j'ai pas du tout utilisé mes compétences commerciales, mais vraiment la partie mindset, déjà d'une pour me motiver Ouais. et en plus à un moment donné pour vraiment pouvoir m'améliorer. En ce sens que quand tu es au téléphone et que la personne ne te voit pas, c'est ton intonation qui va faire que tu vas accrocher la personne. Et je me suis dit au bout d'un moment, Loïc, si tu es déprimé et que tu ne donnes pas envie à la personne de te parler, tu vas jamais réussir à signer. Donc j'ai commencé à écrire des fiches. T'adores appeler les gens, Ouais, tu aimes ce que tu commences fais, à ton esprit. clairement. Mais vraiment, et j'avais les fiches devant moi, devant mon poste, tu vois. Et au bout d'un moment, en fait, ça m'a permis de, ce qu'on dit, sourire au téléphone, tu vois, le sourire s'entend. Ça m'a permis, au lieu de dire tout de suite, de faire comprendre à la personne que j'ai un produit à vendre, non, tu vois, j'ai un être humain, donc j'appelle, allô, bonjour, comment vas-tu? Même si les personnes ne savaient pas qui j'étais, c'est une autre approche. Tu attises la curiosité de la personne. Au bout d'un moment, tu crées des amitiés. Et c'est comme ça que j'ai pu clairement améliorer mes compétences commerciales. Et ça, là, une fois que c'était rodé, ça a fait que derrière, dès que j'ai commencé ensuite à utiliser mes compétences par rapport au monde digital pour pouvoir continuer à développer mon portefeuille client, ça fait, sachant que je l'avais déjà très bien développé sans la partie digitale, mais dès lors que j'ai intégré cette partie-là, ça a été fulgurant. Donc j'ai commencé ensuite à faire de la création de contenu sur l'éducation financière, comment optimiser ta gestion financière, comment faire avec des produits d'épargne, ce que fait un conseiller en gestion de patrimoine. J'ai juste partagé mes connaissances sur les réseaux sociaux avec la communauté que j'avais déjà. Il y a des gens qui m'ont unfollow de l'acting. Mais la communauté de l'acting, tu l'avais stoppé à un moment pendant ta Je l'ai stoppé pendant 1 an, j'ai rien fait. Parce que j'avais perdu la motivation. C'est ça. Et pourquoi tu n'as pas fait on va dire du partage pendant ton aventure dropshipping? Du partage de ce que je faisais en drop? Déjà d'une parce que le dropshipping c'était pas forcément quelque chose qui était bien vu. Ouais, c'est vrai qu'à cette période. Au moment où on le faisait, c'était pas forcément bien vu. En plus, ça n'a pas duré assez longtemps. Et puis je me suis vite rendu compte que c'est pas ma communauté que j'ai réussi à avoir grâce à la comédie qui allait acheter même mes produits en cosmétique en fait. Aussi. Et puis ma communauté à l'époque, je devais avoir quoi un peu plus de 10 000 followers sur les réseaux sociaux.
une opération, ça m'aurait fait gagner beaucoup trop peu d'argent. C'était pas intéressant de stimuler ma communauté avec un produit de ce type-là, clairement. Ok, je comprends, totalement. Donc ouais, donc là, tu as repris les réseaux sociaux en mode gestionnaire de patrimoine. C'est ça, j'ai fait de la création de contenu sur la finance. Donc ça m'a permis d'installer une certaine crédibilité parce que je savais de quoi je parlais, les gens l'ont vu. Les personnes qui me suivaient pour la comédie et qui me suivaient que pour ça m'ont un follow, mais j'ai réussi à gagner une autre audience et à développer ma communauté de cette façon-là. Ça a pris tout de suite ou ça a pris un peu Tout de suite. Tout de suite, ok. Ça m'a étonné. J'avais peur au départ que les gens ne comprennent pas, etc. Et c'est après une conversation avec Tracy ou Charles, parce qu'il s'appelle Charles, où il me dit, mais au pire, si les gens ils veulent t'unfollow, ils t'unfollow. Bah oui. C'est pas eux qui remplissent ton frigo. Hein. Clairement. Et tu gardes ce qu'ils veulent rester. Mais clairement. Ouais. Et il avait raison. Et c'est voilà, c'est de cette façon-là que j'ai commencé à développer la partie gestion financière. Voilà, j'ai commencé à sensibiliser sur ça. Et petit à petit, déjà, je me rendais compte d'une réalité, c'est que 95% des personnes qui venaient vers moi derrière pour me demander des conseils étaient de la communauté. Ok. Tu vois, ils étaient afro. Ils se sont reconnus en toi. C'est ça. Un miroir. Exactement. Je pense qu'il y a un rapport de confiance qui s'est installé, sans même que je dise que ce soit pour la communauté, mais je me suis rendu compte de cette réalité-là. Et il y a une première chose qui m'a piqué à cette période, c'est que la structure dans laquelle je travaillais, il y avait des gens qui me déconseillaient de travailler avec les Noirs, clairement. Parce qu'ils disaient, franchement, tu vas voir, généralement, ils sont pas sérieux, ça va pas tenir, ils comprennent pas exactement, tu vois. Et je l'ai mal pris. Je me suis dit, ils nous prennent vraiment pour des cassos, tu vois. Je l'ai pris. Tu vois, quand Michael Jordan dans Last Dance, il dit I took it personally, tu vois, je l'ai pris personnellement. Mais ils avaient. Et c'était pas du racisme, c'était leur expérience qui disait que, tu vois. Et c'est de par ce constat-là que je me suis mis à sensibiliser sur l'importance que c'est en reprenant les bases, en fait, tu vois, en reprenant les bases. T'es pas obligé d'être millionnaire. Avec des petits sous au départ, tu peux commencer à mettre quelque chose en place. Je me suis vraiment mis dans cet état d'esprit, il faut éduquer pour que ça puisse tenir. Parce que moi, je me rendais compte du manque de connaissances qu'il y avait juste de par les personnes qu'il y avait autour de moi. Et donc, c'est comme ça que je me suis lancé, que petit à petit, j'ai compris que la communauté, c'était quand même quelque chose qui... Voilà, je sentais qu'il y avait quelque chose qui pouvait se faire par rapport à la communauté. Je connaissais aussi le business model de Yomi, mais voilà, j'avais pas formulé le fait que je ferais une formation ou quoi, mais je sentais les Legos qui se mettaient en place petit à petit et je savais que je me dirigeais vers ça. Et ensuite, ce qui a vraiment tout fait exploser, sachant que ça fonctionnait déjà très bien à ce moment-là, mais très très bien, c'est mon intégration au projet des funérailles des tabous. Ouais, j'étais là, c'était pas là que je t'ai découvert. Je t'ai découvert avant. Et ensuite, quand je t'ai vu dans le funérail des tabous, j'ai dit ah, il est connecté. Voilà. Genre, c'est là que je me suis dit ok, la communauté afro. C'est là que je me suis dit ouais, ok, il y a une connexion communauté afro. Ok, ce gars-là, il faut le follow. Non, je t'avais déjà follow avant. Oui. Bah moi, je suivais déjà ce que tu faisais à cette époque-là, les lives. Tu avais régulièrement des personnes, des entrepreneurs, des Antillais que tu faisais intervenir sur tes lives. Et moi, c'était quelque chose qui m'intéressait parce que j'ai toujours été intéressé par rapport à ce qui se faisait aux Antilles. Et je prenais du plaisir à voir des entrepreneurs ici qui s'en sortaient avec ce qu'ils avaient, qui développaient des choses, des business plus que florissants. Donc vraiment, moi, j'ai pris beaucoup de plaisir aussi. J'ai beaucoup appris à travers tes lives que tu faisais à ce moment-là. Ok, merci. De toute façon, on va reprendre, mais oui. C'est bien, c'est important. On en a fait beaucoup. Les lives, c'est ce qui nous a permis de lancer la Nekao School. Hein. Ouais, c'est pas un truc à négliger. Hein. Ouais. On a pendant presque 1 an et demi, 2 ans, on a fait des lives tous les mardis soirs, un peu comme ce que tu faisais avec Business au pays. Ouais. Et ça a été capital dans le lancement de la Nekao School. Ouais, c'était entre guillemets votre fer de lance. Fer de lance. Ça te permet de te confronter à une réalité, la réalité des gens, tu échanges avec eux, tu la comprends. Tu comprends ta niche en fait, petit à petit. Tu sais ce que tu dois proposer et une fois que tu es prêt, en plus tu as des gens qui te suivent qui sont là régulièrement. Et ces personnes qui sont là régulièrement, nous autant on pouvait faire des lives où parfois on était 200, on t'avait invité une fois, autant on pouvait faire des lives où parfois on était 15, 20, 25.
mais c'est ces 15, 20, 25 personnes qui achètent ton produit dès lors que tu le sors, en fait. Ouais, c'est vrai. Et ces 15, 20 personnes qui achètent ton produit, bah, c'est grâce à ces personnes-là, derrière, que tu commences à avoir un premier capital pour pouvoir refinancer. Et nous, c'est clairement ces premiers fidèles-là qui nous ont permis de faire grandir la Nekao School dès le début. Ok, ok. Donc, on en était à la Nekao School. Donc, tu as créé ta communauté à partir de ce que tu avais déjà créé avec ton expérience d'acting. C'est ça. Et tu as repris justement ta communauté. Tu as switché un peu ta communauté sur l'intelligence financière. J'ai éduqué même. Éduqué ta communauté. Clairement. Ceux qui sont restés. Ceux qui sont restés, exactement. Il y en a quelques-uns qui sont partis. C'est ça. T'en as perdu Pas beaucoup tant que ça, ou hein. pas du tout? Pas tant que ça. Franchement, j'ai dû perdre maximum 1000 followers, mais grand max. Hein. Ouais, j'imagine. Mais on perd pas beaucoup généralement. Non. Sauf si on fait vraiment un gros bad buzz. J'avais vu un influenceur perdre beaucoup d'abonnés, j'oublie qui. Mais c'est parce qu'il avait fait un gros bad buzz. Après, celui qui avait le plus perdu, mais c'était Yomi. Quand il avait fait son jeu concours. Il avait pris beaucoup. Ouais. Et après, Il a perdu beaucoup. Ouais. Il a perdu pas tant que ça, hein, tu vois. Parce qu'il a pris, je crois, sur peut-être 2 semaines ou 3 semaines, il a pris 800 à 700 000 abonnés. Et là, il est Ensuite, à quoi, 600? Il est descendu. Et là, il est remonté. Je sais pas s'il est au million. Ah, je sais pas du tout. Je sais que sur YouTube, il est au million. Après, sur Insta, je sais pas du tout. Moi non plus, je sais pas. Mais une chose est sûre, c'est que ça a été une bonne opération pour lui, parce que toute la visibilité qu'il a gagnée, c'est sûr qu'il a pu la transformer à travers ses produits qu'il proposait derrière. Donc, t'inquiète même pas pour lui. Hein. Ah, moi, je m'inquiète pas du tout pour lui. Parce que marketing parlant, c'est une belle, clairement. C'est une machine de guerre. Je regarde beaucoup ce qu'il fait par rapport au marketing, plus au dropshipping, l'e-commerce, parce que bon, c'est... Lui-même, il est plus dedans. Tout le monde le dit, ça se voit. Ça se voit qu'il est plus dedans. Il se met au goût du jour pour continuer à vendre ses trucs. Mais ça se voit qu'il est plus dedans. Donc toi, tu as switché ta communauté en les éduquant justement. Et tu m'as expliqué, on va dire, pourquoi tu as décidé d'éduquer ta communauté. Mais est-ce que tu as eu une voix intérieure qui t'a dit que c'est ça ta mission? Ou tu t'es imposé cette mission? C'est une excellente question ce que tu dis, parce que je saurais même pas te dire aujourd'hui si c'est ma mission, tu vois. Okay. Pourquoi tu l'as fait, on va dire, dans quel objectif? Je l'ai fait parce que je l'ai autant fait parce que j'ai détecté le besoin. Ouais. En fait, c'est surtout parce que j'ai détecté le besoin que je l'ai fait, okay. Tu vois. J'ai toujours, je dirais que je suis quelqu'un qui a un regard, qui voit les choses. Et en principe, quand tu es un bon entrepreneur, tu arrives à comprendre quels peuvent être les besoins et quelles sont les faiblesses et qu'est-ce qui fait que. Et je me suis retrouvé à un niveau où j'étais d'une part capable de voir les défaillances de tout ce qu'il y avait autour de moi. Ouais. Et en plus, je me rendais compte que j'étais la personne, de par ce que j'intégrais, de par ce que j'avais dans les mains, qui avait la capacité de pouvoir créer un changement par rapport à ça. Ok. Et donc, la seule question que je vais me poser, c'est est-ce que j'y vais ou pas? Mais j'avais aucun doute sur le fait que ça pouvait fonctionner. Et c'est comme si je m'étais retrouvé là un peu, c'est fort ce que je vais dire, mais à travers une volonté divine. Okay. Parce que rien ne m'amenait un jour à être conseiller en gestion de patrimoine, rien ne m'amenait à m'intéresser à comment fonctionne l'argent, rien ne m'amenait à me retrouver sur un plateau de podcasts tels que les funérailles des tabous, sachant que ça n'existait pas. Enfin, ça a été quand même... Ça a été un gros mouvement ce qu'on a créé, on s'y attendait pas. Donc petit à petit tu te retrouves au milieu de trucs et ça va tellement vite et c'est tellement fort, et en même temps t'es la personne un peu décisionnaire, tu vois. Ouais. Tu sais que si tu vas à gauche ça va créer ça, si tu vas à droite ça va créer ça, t'es comme un surfeur sur ta vague et tu surfes. Tu surfes. Tu vois une autre vague, tu surfes. C'est exactement ça. Ok. Et comment s'est fait la connexion avec, est-ce que c'était une volonté, toi, de te connecter avec Herman ou est-ce que, ça s'est fait naturellement? En fait, ce qui s'est passé, c'est que je vais au premier salon, au premier événement du salon Business Africa,
Ok. Et là-bas, je croise l'un des mecs qui anime cet événement qui s'appelle Hervé, avec qui je m'étais lié d'amitié 10 ans auparavant lorsque j'ai fait mon stage en BTS comme international. Il me voit, il me sourit, il me dit après il faut que je te parle. Ok. Lui, il suivait déjà ce que je faisais parce que je faisais de la création de contenu par rapport à la finance. Et à la fin de l'événement, il me dit voilà, moi aujourd'hui, j'ai envie de tous nous rassembler, autant Régis, l'organisateur de Business Africa, qu'un mec que je connais qui s'appelle Ludovic Herman, qui est écrivain et qui a aussi son univers. Ouais. Toi dans la finance, Stomy Bugsy dans la spiritualité, Ok. lui-même qui s'appelle Hervé dans le sport. Et j'ai envie de tous nous rassembler pour qu'on puisse créer notre média où on est chacun notre émission. Chacun avec son domaine de compétences. Toi, ce sera finance entrepreneuriale. Et l'idée, c'est qu'on arrête de se mettre à genoux pour passer dans les médias des autres, mais qu'on puisse créer notre propre média. Et qui me dit ça, je dis, mais oui, à 200% tous les jours. Ouais. Parce que moi, je me rendais déjà compte de ce que c'était que d'avoir une communauté engagée, etc. Et pouvoir m'exprimer sur un média, qui plus est peut-être mon média, en développant mon émission, etc. Parce que l'idée, c'était pas de travailler pour un média, hein, c'était que ce soit notre média à tous, tous les jours. Et donc, c'est comme ça que j'ai rencontré ensuite Ludovic, Régis, donc le créateur du salon Business Africa, et qui a la chaîne NN également sur Instagram. Stomy Bugsy, que j'avais déjà croisé à l'époque de la comédie, mais qui était super intéressé par tout ce qui est lié à la communauté. Et en fait, à force d'échanger entre nous lors de nos réunions, on se rend compte qu'il y a quelque chose se passe de par les débats qu'on a. Et on se dit que si on doit être stratégique, avant que l'on développe un concept avec chacun notre émission, il faudrait qu'on puisse être tous présents autour du plateau pour lancer une sorte d'épisode pilote. Ouais. Et c'est comme ça qu'est né le vrai concept des funérailles des tabous. Ok. Donc, tu es à l'origine du... Ah, clairement. Ah, super. C'est pas moi qui ai trouvé le nom, parce que le nom vient à la base de Régis, qui avait déjà pensé ce truc-là, mais sans lui donner de forme. Il en avait parlé à Ludovic, mais c'était pas du tout... ils ont trouvé le nom, mais le vrai concept des funérailles des tabous, on l'a créé ensemble de toutes pièces. Et je dirais même que le premier épisode des funérailles des tabous, on est tous coproducteurs. On a tous mis de l'argent pour payer les studios et pour tourner le truc, tu vois. Ouais, c'est génial. J'aime bien voir ce genre d'union entre personnes de notre communauté afin de nous élever, justement, mais et d'apporter de la valeur, parce que, on va dire, votre concept d'émission, votre podcast, c'est un podcast ou c'est une émission, comme on appelle ça? Je dirais que c'est une émission aujourd'hui. Il faut savoir que je suis plus chroniqueur là-bas, mais c'est devenu clairement une émission. Et franchement, ça, on va dire, ça apporte des débats, ça apporte énormément de connaissances aussi, parce que quand on regarde de A à Z, on apprend énormément de choses, parce que vous débattez des sujets, ils sont larges. C'est ça, ils sont larges et on se permet aussi de briller par nous-mêmes. Et c'est très important. Parce que ça nous permet de briller à notre façon, à travers notre propre narrative, tu vois. Et ce qu'on voulait, c'était pouvoir représenter cette excellence dans la communauté, mais aussi pouvoir impacter les jeunes générations. Ouais. Qu'on arrête de nous montrer ou de nous faire briller qu'à travers le sport, l'art, la musique. Et j'adore le sport, j'adore l'art, j'adore la musique. Pas du tout, au Mais contraire. l'idée, c'était de pouvoir nous montrer autrement et briller autrement. Et Dieu sait à quel point il y a énormément de personnes qui réussissent dans notre communauté, mais qui sont dans l'ombre. Parce que dans les médias des autres, on ne veut pas mettre en avant ces personnes-là. Ouais, clairement, ça dérange. C'est pas ce qu'ils veulent, ouais. Ouais, oui. C'est pas ce qu'ils veulent. C'est pas ce qu'ils veulent nous montrer, ils ne veulent pas qu'on soit inspiré par ça. Exactement. Et ton côté communautaire, là aussi on va parler de Switch, tu l'as toujours eu ou c'est arrivé à un moment dans ta vie? Ben, je vais être honnête pour le coup avec moi-même. Je pense que je l'ai toujours eu sans m'en rendre compte. Okay. Tu vois. Cette période-là, notamment quand j'ai intégré les funérailles des tabous, c'est là où j'ai mis l'étiquette. Mais si je regarde tous mes potes d'enfance que j'ai, et j'ai grandi à Paris, j'ai pas grandi aux Antilles, c'est que des Renois. Presque que des Renois. Donc c'est toujours quelque chose qui a représenté quelque chose d'important pour moi. J'ai toujours aimé notre culture. Et j'ai jamais été dans le rejet, bien au contraire, parce que je viens quand même d'une famille métissée. Mes deux grands frères sont blancs, ma grand-mère est blanche. J'ai des amis blancs, tu vois. Mais globalement, j'ai toujours traîné qu'avec des Renois, j'ai toujours été dans notre univers, tu vois. Je dirais que la période des funérailles des tabous, c'est le moment où j'ai assumé l'étiquette communautaire. Sachant que
la communauté a toujours été quelque chose de très mal vu en France. Ouais. Ça aussi, Ouais. très volontaire. Bien sûr. Très volontaire. Bien sûr. Pour empêcher une communauté comme la nôtre de pouvoir s'assembler. Parce que les Français appliquent la communauté. Partout où tu vas dans le monde, les Français traînent ensemble. Clairement. Quand tu vois, même en France, tu as des entreprises où tu vois qu'à la tête des entreprises, il n'y a que des métropolitains, que des blancs. Comment tu me l'expliques? Pas que en France. Pas qu'en France, dans le monde entier. Voilà. Donc, peu importe ce qu'ils disent, c'est quelque chose qui a son importance et je dirais même qui peut-être se fait naturellement. On se sent bien quand on traîne entre nous, tu vois. Donc, je pense que je l'ai toujours été, même sans m'en rendre compte. Ok. Toujours été, mais il y a un moment où où je l'ai assumé, je l'ai porté. Tu l'as porté. Ouais. C'était avant le funérailles, enfin les Pendant. funérailles d'État. Franchement, ça a été au même moment. Ça s'est confirmé en fait. Ça a confirmé ce que je faisais. C'est juste que là, je me suis vraiment dit, ok, ce que je fais, je le fais pour la communauté. Ok. Et question, je pense pas qu'il va piquer, mais question très intéressante, c'est vu que bon, ta mère elle est blanche, c'est ça? Non. C'est Ma mère est métisse. Ta mère est métisse. Elle est Martinique-Espagne, ma mère. Martinique. Et mon père est martiniquais. Ok. Donc mes deux parents sont plus noirs que moi de peau. Ok. Et ils n'ont pas les yeux bleus. Et t'as pris ça où? Ma grand-mère était blonde aux yeux bleus, ma grand-mère espagnole. Ok. Donc t'as une branche blanche. Ouais. Donc t'es métissé. Est-ce que ça a posé un problème Oui. Un problème, je pourrais pas dire un problème, mais des questionnements, voire même des inquiétudes de la part de certaines personnes de ma famille. Ouais. Parce que même si moi j'ai toujours été quelqu'un, on peut le dire aujourd'hui, de très attiré par la communauté afro, de par toutes mes aspirations, ça n'a pas été le cas de toutes les personnes dans ma famille. Et je suis dans ma famille, il y a des blancs, il y a des noirs, il y a des métis, et il y a des univers totalement différents les uns les autres. À commencer aussi par vraiment ma famille proche, ma petite famille. Donc il y a eu des questionnements et des craintes où à un moment donné, il y en a certains qui ont pensé que je virais à l'extrémisme. Ouais, l'extrémisme. Tu voulais être contre eux en fait. Pas tant contre eux, mais j'avoue qu'il y a une période où je pourrais pas te dire si j'ai été limite, mais où j'ai été chamboulé. Parce que en même temps que tout ça se passait, les funérailles des tabous, je commençais à lire des livres comme Cheikh Anta Diop. Vraiment, je commençais à comprendre une partie de l'histoire que je ne connaissais pas. Ouais. Et quand tu commences à comprendre tout ça, tu as une certaine colère, tu vois, qui est là. Une certaine colère et je me cachais pas de dire ce que je pensais et même de mettre en avant les privilèges que l'on a quand on est blanc ou quand on est français. Et on se rend même pas compte des privilèges qu'on a. Genre. Et on se dit, ouais, mais en vrai, c'est pas notre réalité, donc on doit rien faire. Non. Donc il y a eu des débats, il y a eu des moments tendax et tout. Mais je pense qu'aujourd'hui, voilà, les choses aujourd'hui sont largement apaisées. On reste quand même une famille unie où c'est l'amour qui règne. C'est important. Et chacun respecte son chemin et maintenant, il n'y a plus du tout de mauvaises interprétations ou quoi que ce soit. Et je pense que moi-même, j'avais besoin aussi de... J'étais pas fini. J'étais en train de me construire, de comprendre. Comme je te dis, ça arrivait tellement vite. J'ai pas été quelqu'un qui a eu le temps de penser à un projet et trucs. Je me suis réalisé en même temps que les choses se passaient. Je comprends totalement. On va dire avec Business au pays, ça a fait comme ça. On est arrivé, on a fait Business au pays, boum, ça a pris. Faut trouver des moyens pour se financer, il faut comprendre pourquoi ça fonctionne comme ça, pourquoi les business au pays fonctionnent comme ça, dans quel délire tu te mets, est-ce que tu es trop communautaire, est-ce que tu c'est pas ça, assez. Exactement. C'est beaucoup de questionnements, ça te chamboule, mais ça te permet d'évoluer vite aussi. Exactement. C'est une bonne chose. Et donc le funérailles des tabous, ensuite, qu'est-ce qui t'a amené à Nekao? Comment ça s'est fait? En fait, lorsque j'intègre les funérailles des tabous, je me rends compte que je prends la place un peu de référent dans la communauté par rapport au monde de la finance et au monde de l'investissement et au monde de l'entrepreneuriat. Et j'ai pas voulu prendre le truc à la légère. Ça faisait depuis un moment que je discutais avec Tracy, Charles, pardon. Et il avait une expérience certaine. Ça faisait depuis 15 ans qu'il était dans la gestion de patrimoine. Il a de vraies connaissances par rapport au marketing digital. Il y a une vraie complémentarité dans notre façon de penser. Et à force d'échanger, je me suis rendu compte de mes limites. Parce que moi, ça faisait pas si longtemps que ça que j'étais dans ce monde. Et pour que je puisse faire les choses bien, il fallait que je sois
entouré des bonnes personnes. Ok. Donc, en parlant avec Tracy, je lui ai... en gros, c'est moi qui suis venu vers lui pour lui dire est-ce que ça t'intéresse de te lancer dans cette aventure avec moi? Et il a accepté. Et on a commencé à mettre notre stratégie en place, à construire un peu notre stratégie, notre organigramme long terme, qui n'a pas fini d'être construite, mais tout se passe comme prévu jusqu'ici. Et voilà, on a commencé suite à ça en créant nos lives. On avait déjà créé notre matrice, mais on a créé nos lives. On s'est confronté à notre audience. On a pu créer notre offre par rapport à ce qu'on constatait. Et quelques années, enfin peut-être 1 an et demi, 2 ans après, on a sorti notre solution qui est la Nekao School. Ok. Ouais, ben ça me rappelle un peu mon aventure avec Ismaël. Ça s'est passé un peu comme ça. Je suis venu lui parler d'Inspire et de ce qu'on peut faire, etc., avec ses compétences à lui et les miennes. Et j'ai eu comme toi l'humilité de me dire, ok, C'est important. il y a ça que je peux pas faire. Connaître ses forces, connaître ses faiblesses. Clairement. Et il y a eu cette volonté de m'allier. Mais est-ce que tu comprends les gens qui disent ouais, il faut pas t'allier, il faut faire tes trucs tout seul, etc. Bien sûr. C'est un mariage, hein. Te lier avec quelqu'un. Ouais. C'est un mariage. Un mariage, il ne faut pas le prendre à la légère parce que on pense tous aux beaux jours, mais il y aura forcément des mauvais jours. Et c'est là où tu vois si, entre guillemets, le couple, il est solide. Exactement. Exactement. Et c'est un challenge. C'est un challenge. C'est pas ton frère, c'est pas ton ami, c'est ton partenaire de business, tu vois. Et il ne faut pas prendre ça à la légère. Mais si vous faites les choses bien, c'est clair et net que vous allez 10 fois plus vite, 10 fois plus loin. Clairement. Et ça je peux en témoigner. Parce que tout seul, on peut faire beaucoup de choses, mais à plusieurs, à deux déjà, on peut faire énormément de choses, on peut aller beaucoup plus loin. Ça, c'est une chose dont je suis très conscient. Mais, entre guillemets, c'est compliqué parce qu'on est des êtres humains. C'est ça. Il faut savoir composer ensemble. Et ça, c'est pas... ça non plus, on ne nous l'a pas appris. Non, on ne nous l'a pas appris. Et t'en as qui le font très bien. T'as d'autres communautés qui le font très bien. Ouais. Mais nous, c'est pas un fort dans notre communauté de vraiment mettre de côté cet aspect. Même si on fonctionne en communauté, mais on fonctionne individuellement les uns avec les autres. Tu vois, c'est pas vraiment en mode nos intérêts sont les mêmes. C'est pas ça. C'est mes intérêts peuvent intéresser tes intérêts. C'est un peu plus ça, tu vois. Beaucoup de petits entrepreneurs qui créent des réseaux, c'est pareil en Afrique. Hein. T'as beaucoup de gens qui font des petits business, mais pas vraiment des gens qui se lient, qui se mettent dans le même truc et qui se disent vas-y, on est mariés entre guillemets, tu vois. Et c'est vrai que c'est une autre philosophie. Est-ce que tu penses que ça va changer? C'est-à-dire? Est-ce que tu penses qu'un jour on va se lever, on va dire ensemble, on va fonctionner réellement en communauté? Est-ce que tu penses qu'on est sur la bonne voie ou tu te dis ouais bon? On est sur la bonne voie, oui. Parce que les choses ont déjà changé par rapport à quand je suis rentré dans le game, entre guillemets. Mais il nous reste encore beaucoup de chemin et rien n'est gagné. Donc je te dirais que oui, on emprunte le bon chemin, on progresse, mais rien n'est gagné. Il y a encore... Et ce dont je me rends compte, c'est que à chaque endroit, oui, on est une communauté, mais on a des problématiques différentes. Hein. Ça, c'est un truc que j'ai cru qu'on avait les mêmes problématiques. Mais non, mais pas du tout. Et finalement, en regardant, je me rends compte que voilà, chaque endroit a ses problématiques. En Afrique, je te dis en Afrique, Côte d'Ivoire, c'est une problématique. Cameroun, c'est une problématique. Congo, c'est une problématique. Martinique, c'est une problématique. Guadeloupe, c'est une problématique. Paris, c'est une problématique. Et il faut que l'on puisse, d'un point de vue local, mettre des solutions en place pour s'organiser en petits groupes et connecter avec les communautés des autres pour créer une puissance. Ça va se mettre en place petit à petit. C'est déjà en train, tu vois. Oui. Il y a des gens qui sont là pour créer des ponts et d'autres pour créer de vraies puissances sur place. Clairement. Et c'est ça qu'il faut faire pour créer un réseau fort. Mais moi, j'y crois. Ouais, moi aussi. À 100%. Je vois déjà le truc se faire. Mais j'ai déjà la vision. Voilà, j'ai déjà la vision finale. Et les choses vont de plus en plus vite, donc je ne suis pas de ceux qui disent que mes enfants verront le résultat. Voilà. Je pense qu'on verra le résultat, mais qu'on doit comprendre qu'il faut qu'on y participe. Ouais, clairement. Il faut qu'on, comme dirait François Fanon, soit on accomplit sa mission, soit on la trahit. Exactement. Donc je suis OK avec ça. Et Nekao School aujourd'hui, c'est quoi l'objectif de Nekao School? L'objectif, c'est de permettre à 1 million d'afro-descendants d'avoir une stratégie d'investissement. Ça, c'est le premier objectif.
1 million, c'est un chiffre symbolique. Ouais, c'est ce que je dis tout le temps. Et c'est pas, on n'a pas dit 1 million d'euros ou 1 million de... Non, 1 million de personnes. Imagine, toi, tu as 1 million d'afros qui ont une stratégie d'investissement. Notre communauté, il n'a plus le même visage. Ouais. Et nous mettre sur cet objectif-là, ça nous permet de développer notre stratégie d'une certaine façon. Ok. Aussi, pour atteindre 1 million de personnes, il faut que tu aies une offre de ce type-là, qui coûte à peu près ce prix-là, que tu puisses y intégrer ça. Donc ça nous permet aussi ça permet aussi de permettre, enfin ça permet aussi aux élèves de la Nekao School de porter cette mission. Ok. Maintenant qu'ils sont dedans, ils la portent. Ils participent au projet. Ils invitent des gens à intégrer le projet. Ouais. Et le but, voilà, dès lors que tu as 1 million de personnes qui ont une stratégie et qui décident pourquoi pas d'investir dans le même sens, mais tu représentes une puissance phénoménale. Imagine 1 million de personnes qui mettent ne serait-ce que 100 € par mois dans un projet commun. Ça te fait 100 millions d'euros par mois. C'est une dinguerie. Ça, c'est... Sans crédit. Ouais, sans crédit. Ça te fait 1,2 milliard par an. Ouais. J'ai juste dit 100 €. Juste 100 euros. J'ai juste dit 100 Et €. des gens qui sont déjà financièrement bien. Donc ça veut dire que 100 euros, c'est rien pour eux, entre guillemets. Voilà, clairement. Sachant que, je le dirai toujours, la force de notre communauté, au-delà du fait que voilà, on a de vraies qualités, de vraies compétences, etc. Mais s'il faut être froid, la vraie force de notre communauté, c'est le nombre. Ouais. On est en démographie, on a une démographie qui explose. Et au milieu de toute cette démographie qui explose, dans 20 ans, on sera la communauté la plus nombreuse sur Terre. Sur Terre, ouais. Et Déjà, hein, si on regarde bien... je suis pas sûr qu'on soit plus que les Indiens et les Chinois. Hein. Ah ouais? Les Indiens, c'est vrai. Mais en fait, je dis ça, c'est parce que le continent africain, bon, il a été divisé, etc., etc. Mais sur une carte, donc je pense que tu sais, la carte qu'on nous montre, l'Afrique n'est pas aussi petite, elle est beaucoup plus grande. Oui, c'est le continent le plus grand au monde, c'est énorme. Et en vrai, même si la démographie aujourd'hui explose en Afrique, c'est un continent sous-peuplé par rapport à la grandeur du pays. Ouais. Okay. C'est un continent sous-peuplé. Parce que je regarde aussi où on est placé aussi dans le monde, ça veut dire qu'on est en Europe, on est présent en Amérique du Sud, on est présent aux États-Unis, donc oui, monsieur. La communauté afro, Ouais. on est présent aussi un peu en Australie. Donc si on fait le calcul vraiment, on va dire on n'est pas loin des Indiens et des Chinois. Quand même. Ah, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on va les dépasser. Ouais, ça c'est sûr. C'est déjà écrit. Ouais, ouais. Et quand tu vas en Afrique, moi, le truc qui m'a vraiment alerté, c'est que presque tout le monde a un smartphone dans les mains, là-bas. Tout le monde n'a pas forcément un endroit où dormir, mais tout le monde a un smartphone dans les mains. Ouais, tout le monde est sur TikTok et sur Instagram. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Donc c'est pour ça que le digital, c'est un vrai cheat code. Ouais, de fou. Et c'est pour ça que je sais qu'avec la Nekao School, on atteindra sur 1 million de personnes. Ça on va dire, quand tu as dit 1 million, ça m'a même pas fait peur. J'ai dit que c'est un gros challenge, mais je sais que c'est très très atteignable, surtout dans la stratégie que vous avez mis en place. Donc moi, j'ai hâte de voir ce 1 million. Vous êtes à combien de pourcents là? Oula, on n'est même pas à 0,05. Ok. Mais on est quand même dans ce qu'il y a de plus déterminant, puisque c'est le début de l'aventure. Ouais. Et cette étape de faire décoller la fusée, c'est la plus importante. Une fois que ta fusée est dans les airs, qu'elle est stable et qu'elle a sa direction, tu vois. Mais ce qui reste devant nous, c'est encore un grand chantier, mais on a fait le plus dur là. Ouais, c'est les débuts. On a fait le plus dur. Et là, vous êtes combien On a 400 élèves dans notre programme. Ouais. Et ça fait 1 an qu'on l'a sorti. À gérer la Nekao School, ou il y a d'autres personnes? Ah non, on a des maintenant, enfin, on a des comment dire, on va pas dire des salariés, mais on a des indépendants qui travaillent pour nous et qui ont chacun leur pôle exactement. Ouais. On a une équipe commerciale, on a une équipe de marketing qui nous aide à développer notre truc. On a un copywriter, on a une assistante, on a aussi des formateurs maintenant, enfin des professeurs qui viennent avec leurs compétences pour les offrir aux membres de la Nekao School. On est vraiment en train de créer un système qui va se nourrir seul à terme et qui n'aura même plus besoin que moi ou Charles, on vienne forcément
donner des cours ou quoi que ce soit pour qu'ils puissent se développer. Ok. Non, mais c'est bien, c'est intéressant. Et après, maintenant, il faut que Nikao School se déploie C'est sur ça. le continent africain. Il faut y aller petit à petit. Oui. Tu vois, ça sert à rien de vouloir taper trop large tout de suite si t'as pas les épaules pour pouvoir assumer le flux derrière. Ça, ouais. Faut respecter les étapes, tu vois. Comprendre comment on fonctionne avec 400, 500, ensuite comment on C'est fonctionne ça. avec 1000. Parce que mine de rien, etc. 400 personnes en un an, je sais pas si tu te rends compte que, demande à un conseiller en gestion de patrimoine s'il arrive à avoir 400 clients en un an. Je sais pas, moi je suis pas dans le milieu, mais je pense que c'est très très compliqué. Je connais pas. Ouais. Je connais pas. Donc ouais, clairement, le système qu'on a créé, il fonctionne. Il est vraiment... Bien. Il porte ses fruits, il est bien rodé, on l'a bien pensé. Mais voilà, ce n'est que le début. Ok. Et le concept de la Nikao School, il sort de quel business model? C'est un truc que tu as pensé, enfin que vous avez pensé vous-même, ou tu as vu le business model ailleurs, tu t'es dit, bon, on va... Il a été pensé de par nos différentes expériences. Déjà, moi, c'est clair et net qu'à travers la formation du OMI, j'ai compris comment fonctionnait le monde de la formation en digital, tu vois. Ouais. Comment la structure fonctionne, comment amener la personne d'un point A à un point B et faire en sorte qu'elle puisse aller jusqu'au bout, parce que c'est important. On sait que dans le monde de la formation, tout le monde ne va pas jusqu'au bout. Je sais pas, j'en parlais dernièrement avec Junior et d'autres formateurs. Ils me disaient que généralement, tu as 98% qui vont pas au bout. Tu vois. C'est ça. Il y a aussi savoir adapter ce qu'on a par rapport à nos expériences, nos différentes expériences. En l'occurrence, l'un des gros facteurs qu'on a observé dans notre communauté, c'est qu'on a besoin d'interaction humaine. Ouais. Donc on a intégré de l'interaction humaine dans la Nikao School. C'est pas qu'une plateforme digitale où tu suis le truc et tu fais le truc à ta sauce. Non, on a des ateliers physiques, on se voit, on se parle, on a des groupes privés sur WhatsApp, sur Telegram, on communique entre nous. C'est vraiment, tout le monde participe au projet et on échange. On crée aussi des points de rencontre. On a créé la première édition du Nikao Gala l'année dernière, J'ai vu, c'était incroyable. où les gens sont là, se rassemblent. Là, mais voilà. L'année prochaine, Oui. ou cette année maintenant qu'on est en 2025, C'est parce ça. qu'on compte en faire un par an. Ouais. Mais voilà, des D'année. points de... Ouais, à peu près, ouais, je pense. Après, à confirmer, mais ouais, ce sera sur cette zone-là, je pense, octobre, novembre, à confirmer. Mais voilà, créer des points de rassemblement, parce que la limite du digital, c'est que ça paraît irréel aux yeux des gens. Mais quand tu rassembles les gens pour de vrai, qu'on est là, et que tu vois que tu as tant de personnes qui ont participé au projet, et que voilà, ça donne une autre forme. Donc il y a cet aspect-là. Il y a, comme je t'ai dit, les 15 ans d'expérience de Tracy dans la gestion de patrimoine. Il a développé 2 cabinets de courtage. Donc ça lui a permis aussi de savoir comment structurer la chose. Donc toutes nos compétences assemblées, nos compétences commerciales aussi, parce que comment convaincre les gens d'intégrer la Nikao School sont avant tout des compétences commerciales. Clairement. Et ça, on savait quoi dire et comment le dire par rapport à nos différentes expériences. Les adapter à notre communauté, parce qu'on a des problématiques propres, on a des choses qui nous touchent, des valeurs qui nous portent. Et voilà, le mélange de tout ça, ça nous a permis de créer la Nikao School aujourd'hui. Ok, ben, super, je pense qu'on a fait le tour. Là, tu es en Guadeloupe. Yep. Dans combien de temps encore? Je repars demain. Tu repars demain, Ouais. tu reviens quand? Écoute, au minimum dans 2 ans, mais faudrait que je vais essayer de me faire au moins une fois par an ici. Ouais, ça serait cool. Ouais. On peut se revoir dans d'autres lieux, Minimum. d'autres conditions. C'est ça. Après, comme je t'ai dit, j'ai d'autres choses qui arrivent. En l'occurrence, je prévois de m'installer en Côte d'Ivoire à partir du mois de septembre. Ouais, Donc, ça va me prendre pas mal d'énergie. c'est sûr. Sachant qu'à côté, il faut que je puisse continuer à mener ma barque avec la Nikao School, avec le média Can We Talk, Ouais. qui est aussi une autre structure à part entière, entre guillemets, même si elle nourrit Elle nourrit. l'écosystème, ça reste quand même un média avec ses problématiques. Donc voilà. Mais non, moi, les Antilles, je le dirai toujours, c'est chez moi. Hein. Je suis martiniquais, madame est guadeloupéenne. Ouais. Et même si pour l'instant je me concentre sur l'Afrique, mon idée c'est de pouvoir créer des ponts à terme entre Afrique-Antilles. C'est ce qu'il nous faut. Exactement, parce qu'on est beaucoup trop sous la pression française. Et je pense que l'Afrique, c'est une Afrique qui va se développer en puissance, va forcément être bénéfique aux Antilles. Mais il faut qu'on puisse créer les ponts et qu'il y ait une envie qui soit faite à ce niveau-là. Donc c'est pour ça que je vais d'abord là-bas. Je pense que pour l'instant...
Aux Antilles, j'ai pas grand chose j'ai des choses à y faire, puisqu'on va développer quand même l'année Chaos School. Ouais. Mais je sens vraiment que c'est d'abord l'Afrique qu'il faut développer, tu vois. Ouais, mais t'as raison, je suis totalement d'accord avec toi. Et il nous faut, on va dire, il nous faut des acteurs forts sur chaque continent. Exactement. Et créer les ponts et les connexions. Donc, C'est ça. moi, je t'encourage fortement à aller là-bas. Merci. Surtout qu'on ne perde pas le contact. T'inquiète pas, et qu'on regarde. puisse créer les ponts. Quand je veux venir en Côte d'Ivoire, quand on veut faire du business, Avec plaisir. des choses avec la Côte d'Ivoire ou un autre pays en Afrique, c'est hyper important d'avoir des gens sur le terrain qui connaissent déjà et qui puissent nous dire voilà, il y a ça, on peut faire ci, on peut faire ça. Est-ce que t'es chaud, t'es pas chaud? Et si t'es chaud, on y va. Si t'es pas chaud, c'est pas grave, tu vois. C'est l'idée, clairement. Donc merci beaucoup pour le travail que tu fais. Merci à toi de m'avoir invité encore. Il n'y a pas de problème. T'es le bienvenu chez nous. Dès que tu viens en Guadeloupe, il n'y a pas de problème. Les portes sont grandes ouvertes. On sera, aujourd'hui c'est moi, mais Ismaël et moi, on sera très très heureux de t'accueillir et d'échanger avec toi. Avec plaisir. Surtout qu'on aura toujours des choses à se dire. Clairement, aucun doute sur ça. Donc, merci beaucoup Loïc. Merci à toi. Continue à faire ce que tu fais, lâche rien. Donc, je te dis ça, mais je sais que tu vas rien lâcher. Un grand merci aussi à Tracy. Donc Tracy, si tu nous regardes, merci à toi. Et on se voit très très vite pour le switch avec d'autres invités. il n'y a pas de souci. Allez, Peace. tous la famille.